Comment ils vont? Il semblerait qu'on y soit, les gars. Enfin, la telenovela Verstappen-Mercedes serait terminée. Et devinez quoi? Selon les dernières infos, il reste. Le truc de dingue. Ce sera le sujet central de cette preview, comme sur les 75 dernières. Heureusement, enfin, il semblerait que ce soit fini. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Hongrie, le feuilleton Verstappen-Mercedes est terminé, Audi a une grande nouvelle, Fred Vasseur a été prolongé, Mercedes et Lando Norris sont sous grosse pression, on a des choses à se raconter avant cette 14e course de la saison. Allez, on en parle. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laisse-moi un grand pouce en l'air ou abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Pour ceux qui le sont déjà, merci encore, vous êtes les meilleurs. N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo de ma chaîne secondaire si t'as 2 minutes à la fin de cette preview aussi. Il y a vraiment moyen que l'histoire te plaise. Bon visionnage. Un premier petit point pour s'échauffer, on va parler d'Audi. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas abordé le sujet, mais là il y a une petite actu qui vient de passer, donc on va évoquer un peu tout ça. Vous le savez, Audi arrive en 2026 en lieu et place de Sauber qu'elle a racheté. Elle fera ses voitures à in-wheel et construira son propre moteur. Jusque-là, rien de nouveau. Le projet a subi quelques turbulences sur la dernière année et demie, disons, mais ça fait quelques mois que les choses se sont stabilisées. Il y avait eu des gros soucis structurels, notamment au niveau du management. L'écurie avait de gros soucis de performance. On va se le dire, c'était la grosse merde. Mais en 2025, ça va mieux. La situation managériale a été stabilisée avec Mattia Binotto et Jonathan Whitley notamment. Ça va bien plus profondément que ça, mais je garde les choses simples. Et puis surtout, la voiture fonctionne. On ne voit plus les couacs terribles auxquels on assistait dans le passé. Et le plus important, c'est qu'elle marche bien. Au moment où on se parle, ça fait 5 courses de suite qu'ils marquent des points. Avec 43 unités, ils ont scoré 39 points de plus que l'an dernier à la mi-saison. C'est très encourageant pour Audi, vous l'imaginez. Ajoutez à ça les pilotes qui confirment qu'ils étaient le bon choix avec un Nico ultra performant et un Bortoleto qui se révèle être largement à la hauteur des attentes. Et bien vous avez un cocktail qui peut paraître sympathique pour l'année prochaine. Donc c'est positif pour Audi. Et tout ça m'amène donc à ce dont je voulais vous parler les concernant. Ils ont signé un nouveau sponsor titre pour l'an prochain. Et pas n'importe lequel, messieurs dames, puisqu'il s'agit de Revolut, le monstre des fintech internationales. Vous connaissez probablement cette société. Cette info est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois que Revolut sera présente en F1. Pas hyper important, mais à souligner quand même. La deuxième, c'est que ça veut dire que l'écurie est attractive, parce que Revolut, c'est un sacré mastodonte. Alors je suis pas étonné, mais pour moi, c'est pas surprenant qu'on les voit signer ce genre de sponsor alors qu'ils sont très en forme. On croit en eux en vue de l'an prochain, et c'est important de l'observer. Enfin, faut le dire, en signant ce partenaire, Audi capitalise sur le côté innovant de la Formule 1. Revolut, c'est une tech, et ils arrivent parce que la F1, c'est aussi un laboratoire de R&D. Développement d'un moteur hybride jamais vu auparavant, utilisation d'un carburant durable pour faire rouler les voitures, tout ça, ça intéresse une marque comme Revolut. En plus de la quantité monumentale de visibilité, vu la plateforme qu'est la F1 de nos jours évidemment. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant à voir, parce que je trouve que cette signature, non seulement elle dit des choses sur Audi, mais elle montre aussi comment la F1 est perçue du point de vue des boîtes qui investissent dedans. Donnez-moi votre avis si vous en avez un. Il semble enfin que ce soit la fin du feuilleton Max Merco. On va pas se mentir, à force c'était relou de relayer toutes ces rumeurs semaine après semaine. Là j'étais en mode, les gars, décidez-vous à un moment donné là. On est fatigué. Et ben il semble que tout soit réglé, même si j'attends quand même l'annonce officielle de la prolongation de Russell pour vous confirmer tout ça. On sait jamais. Bon, vous avez capté, la fin de cette histoire semble être un peu ennuyeuse puisqu'il semblerait que Max reste chez Red Bull en 2026. Oh là là. Et ouais, j'avoue, je suis deg, j'avais vraiment envie qu'il se passe cette dinguerie. Mais bon, c'est comme ça. Alors donc, le point sur la situation. Il semblerait, en tout cas beaucoup de sources le disent, que Max soit bloqué chez Red Bull en vue de l'an prochain, à cause de cette fameuse clause de performance qui aurait maintenant expiré. Pour rappel, il se dit qu'il devait être en dehors du top 3 au classement mondial à la trêve estivale pour pouvoir l'activer. Donc après le Grand Prix de Hongrie. Or, messieurs dames, son résultat à Spa fait qu'il ne peut plus être dépassé par George Russell sur la prochaine course. Voilà, c'est ce qu'il se dit. Les sources semblent sûres. Après, on sait jamais, vous savez comment ça marche. Ce que ça veut dire donc pour les protagonistes de cette affaire, si c'est avéré. Pour Red Bull, c'est une bonne nouvelle, puisque même si je pense qu'ils ont aussi besoin de construire sans lui, ça va certainement enlever des maux de tête à Laurent Mekies à court terme. Ils n'ont pas besoin de ça en ce moment, on l'a déjà dit. En plus, évidemment que c'est le meilleur pilote de la grille et que tu peux pas ne pas vouloir le garder en vérité. Ça c'est pour Red Bull et c'est globalement une très bonne nouvelle quand même. Pour Max, par contre, pas sûr que ce soit la news de l'année. Alors d'un côté, on peut dire qu'il a l'opportunité d'encore plus mettre la main sur cette équipe d'un point de vue politique, mais en vrai, si c'est une équipe en perdition, je vois pas trop l'intérêt. Alors il est probable que les choses fonctionnent mieux maintenant que la partie autrichienne de l'entité a gagné. Vous avez capté, Horner s'est fait virer. Mais là, on part d'une équipe très mal en point qui a perdu beaucoup de ses talents. Une écurie dont le moteur de l'an prochain est un immense point d'interrogation et dont la nouvelle soufflerie ne sera disponible qu'à la fin de l'année prochaine. Donc du point de vue de Max, je sais pas trop si c'est une grande nouvelle. D'ailleurs, si tout avait été au top, il aurait probablement pas parlé avec Merco. Je dis ça comme ça. Après, c'est vrai que ce move peut aussi lui permettre de se poser en 2026 et voir où aller en 2027. Je vous rappelle qu'il est impossible de savoir qui sera devant l'an prochain, même si on a quelques billes. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. Dernier point, George Russell. Si cette info est avérée, ça lui donne un énorme boost. J'enfonce une porte ouverte. Et oui, parce que si c'était le cas, il redeviendrait logiquement la priorité de Merco et aurait donc de gros leviers pour négocier son nouveau contrat. D'ailleurs, il se dirait que la négo est plutôt complexe, puisqu'il demanderait 30 millions d'euros de salaire annuel et 2 saisons minimum. Du coup, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'évidemment, Toto Wolff n'a aucun intérêt à lui donner 2 ans s'il veut signer Max en 2027. Croyez pas qu'on en a fini avec ce sujet. Donc voilà où on en est en ce qui concerne cette histoire, et honnêtement, vivement que ça soit terminé. Vous en pensez quoi, vous ?
J'ai une information très importante à vous partager concernant la Scuderia Ferrari. Ils ne joueront pas le championnat du monde en 2025. Alors ça, on savait déjà. Désolé les gars. C'est une petite info qui reste très importante. Ferrari n'apportera plus de package significatif après sa nouvelle suspension introduite à Spa. On va écouter Fred Vasseur. Plus la fin de saison approche, plus vous vous concentrez sur l'année prochaine. Nous devrons certainement apporter quelques petites modifications jusqu'à la fin, davantage liées au circuit, aux conditions météorologiques ou à d'autres facteurs, et pas de gros changements. On y est donc, messieurs dames, un top team a arrêté le développement de sa voiture et se tourne vers 2026. En vrai, c'est pas étonnant quand on voit le retard de Ferrari sur McLaren. Le championnat, on va se le dire, il est plié. Là, pour eux, l'objectif, c'est de garder la P2 et essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles pour donner confiance à tout le monde et se mettre dans la meilleure dynamique en vue de l'an prochain. D'ailleurs, ce Grand Prix de Hongrie va être super intéressant les concernant parce qu'ils vont vraiment pouvoir bosser sur leur nouveau package. Spa, c'était un week-end sprint, il a plu, on n'a pas vraiment pu voir le potentiel complet de cette nouveauté. À Budapest, il y aura 3 séances d'essai, il y aura le temps pour trouver des choses et comprendre un peu mieux tout ça. Ce qu'on a vu à Spa était assez prometteur en soi, j'ai hâte de voir ce qu'ils arrivent à faire. Ne vous attendez pas non plus à des miracles par contre. Mais bon, je pense pas que c'était votre cas. Autre info hyper importante pour cette écurie, celle-là elle l'est, Fred Vasseur a été prolongé pour plusieurs saisons chez Ferrari. En 2026, ça sera sa 4e année, il a fait un gros taf depuis qu'il a repris les rênes, et on compte sur lui pour aller chercher le premier titre mondial de la Scuderia depuis 2008. J'avais dit dans cette vidéo, pour moi c'est la meilleure chose à faire quand tu connais la nature des changements techniques qui arrivent l'an prochain. On peut donc dire que c'est une très bonne nouvelle. Voilà pour Ferrari. Sous pression avant ce Grand Prix, Lando Norris. On connaît tous la raison de sa présence dans ce chapitre. À Spa, Lando, il avait l'occasion de cramer l'avance de son coéquipier au championnat en convertissant sa pole. Il a bénéficié d'un départ lancé en plus pour faire ça. Il n'en a rien été. 16 points, c'est ce qui le sépare maintenant d'Oscar au championnat. Alors vous me direz, mais c'est aussi son équipe qui lui a coupé les ailes en ratant complètement son arrêt. Oui, mais il a quand même fait une ribambelle d'erreurs qui l'ont mis dans cette position. Pas des fautes terribles non plus, on l'a vu faire pire, mais j'ai l'impression qu'on a vu le meilleur de Piastri, pas forcément celui de Lando. Oscar, il a tout bien fait sur ce Grand Prix, à part en qualif bien sûr, et ça a contrasté avec la perte de son coéquipier. Du coup, c'est non seulement ça qui va mettre Lando sous pression à Budapest, mais c'est aussi et surtout ce qui se passe au championnat. Je vous l'ai dit, ça fait 16 points, ce qui veut dire qu'un nouveau doublé mené par Oscar donnerait un écart de 23 points entre les deux pilotes. On commencerait à se rapprocher d'une victoire, et là ça serait chaud. D'ailleurs c'est marrant et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette course à Spa, elle ressemble pas mal au genre de Grand Prix qui décide un titre mondial. En fait maintenant les gars, on est dans les choses sérieuses. La saison est encore longue, il reste 11 Grands Prix, ok, mais à partir de maintenant, sachant que c'est eux qui vont se battre le plus souvent pour la victoire, chaque occasion il faut la saisir. C'est pour ça que je pense que Lando aura la pression ce week-end. D'ailleurs j'ai hâte de voir comment il va réagir vu la capacité qu'il a eu à le faire à chaque fois qu'il a été dans le dur cette saison. Budapest c'est un circuit où les deux pilotes sont à l'aise, Norris y est très chaud, Piastri a gagné la balle en dernier, dans des conditions un peu douteuses rappelez-vous, donc on part sûrement encore sur un banger. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit une équipe McLaren particulièrement affûtée en ce qui concerne les décisions et l'exécution pour gérer ces deux pilotes. Ça contraste vraiment avec ce qu'on a pu voir l'an dernier. Bref, Norris vs Piastri, l'épisode 14 c'est ce week-end. Mercedes est sous pression en ce moment, tout le monde le sait. Depuis Montréal, ils n'ont marqué que 21 points, c'est très problématique. À titre de comparaison, McLaren en a marqué 142, Ferrari 65, Red Bull 30 et Sauber 23. Vous captez un peu le problème. Bon, chez Mercedes après Spa, on a organisé un meeting pour essayer de comprendre ce qui ne va pas avec la voiture. Chez eux, tout le monde est déçu. On ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de se passer. Ils souffrent d'une grosse instabilité à l'arrière dans les virages. On se demande si c'est pas le développement de la voiture qui a perturbé l'équilibre. On se pose aussi la question de savoir si c'est pas la directive de la FIA sur les ailerons flexibles qui les toucherait. Même si ça semble beaucoup plus compliqué que ça selon eux. Alors est-ce qu'ils pourront changer la voiture avant le Grand Prix de Hongrie? Probablement pas. En août, les usines sont fermées. Ça s'annonce pas évident. De toute manière, comme Ferrari, on peut imaginer qu'ils vont arrêter le développement de cette voiture. McLaren est trop loin, il y a toujours la P2. Mais est-ce que ça vaut le coup de développer, de dépenser? Pas sûr. Autant se concentrer sur 2026. Alors peut-être qu'ils trouveront la bonne équation à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas hyper productif en ce moment. D'ailleurs, celui qui se fait le plus punir dans cette histoire, c'est Andrea Kimi Antonelli qui galère comme jamais avec la voiture depuis quelques courses. Je dis quelques courses, mais en vrai, la dernière fois qu'il a marqué des points en dehors du Canada, c'était à Miami. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais, c'est chaud. Après, il manque d'expérience avec cette voiture, et il manque d'expérience tout court d'ailleurs. C'est pas évident pour lui, et ça serait vraiment bien qu'il puisse au moins marquer quelques points à Budapest pour reprendre un peu de confiance avant la pause. Faudra l'observer lui aussi attentivement ce week-end. Messieurs, dames, en ce moment, Jean-Michel Prédiction est fatigué. Je pense qu'il a vraiment besoin de prendre une pause en août pour se ressaisir et réussir à nouveau ses prédictions. Là, Lewis sur le podium, on pouvait difficilement faire plus loin. Ça fait mal, mais c'est pas grave, Jean-Mi repart ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description, et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description.
Et à Budapest, je vois bien un pilote faire ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est-à-dire rebondir après un moment difficile. Il est anglais, il a gagné 4 fois cette saison et il a pris une gifle à Spa de la part de son coéquipier. Messieurs, dames, vous l'avez deviné, en Hongrie, c'est Lando Norris qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, on est toujours kiff-kiff côté McLaren. Max est toujours le 3e homme et les Ferrari suivent. En ce qui concerne le podium, Max tient la corde devant Charles, Russell et Lewis suivent. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. La semaine dernière, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions et vous l'avez fait. La Fram qui a été bon. Je vois bien Williams top 6 et Ferrari podium. C'est beau, le top 6 de Williams, il fallait le voir venir. Bravo aussi à Gou qui nous a sorti ça. Je parie aussi sur un podium de Ferrari, mais malheureusement pas de notre cher Lewis. C'est triste pour les fans de Lewis, mais c'était bien vu. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction ? Comment ce pilote français a-t-il remporté sa première victoire en profitant d'une situation lunaire? Le 1er août 2021, c'est jour de course en Hongrie. Mais à peine les feux éteints, tout part en vrille. Premier virage, Bottas rate son freinage. Il embarque Norris qui percute Verstappen. Derrière, Stroll fait pareil avec Leclerc. En quelques secondes, 5 voitures sont éliminées. C'est un carnage, mais c'est que le début. Après le drapeau rouge, les voitures repartent pour un tour de formation. Et là, moment historique. Tous les pilotes rentrent au stand pour mettre des pneus secs, sauf un. Hamilton se retrouve seul sur la grille. Au départ, seul. Du jamais vu. Au restart, un pilote français surgit. Il profite du chaos, prend la tête, mais rien n'est gagné. Un quadruple champion du monde le colle. Tour après tour, la pression est maximale. Mais il ne craque pas. Et pendant que Fernando Alonso offre à son équipe une masterclass défensive face à Hamilton, lui garde la tête froide. Il tient bon jusqu'au drapeau à damier. C'est la toute première victoire d'Esteban Ocon en F1. Sur un circuit où personne ne l'attendait, dans une course complètement folle. Alors, ce circuit de Budapest, qu'on surnomme aussi le tourniquet hongrois. Un vieux de la vieille, vous le savez sûrement, puisque le premier GP là-bas a été tenu en 1986. Un circuit de F1 qui ressemblerait presque à un tracé de karting, tant il n'y a pas de ligne droite à se mettre sous la dent. Attendez-vous à voir des ailerons très braqués, on est sur un circuit de châssis. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la courte ligne droite des stands de ce Hungaroring, qui sera une zone DRS et où on pourra se doubler. Un premier virage assez traître, en épingle, où il faudra absolument bien sortir pour être bien dans la deuxième zone DRS de ce circuit. Au 2, on tombe 4 rapports, on garde la corde, et on remonte sur les gaz le plus tôt possible pour aller chercher le numéro 3. Ici, c'est pleine charge jusqu'au 4 où le deuxième secteur commence, on monte sur le vibreur sans trop en mettre, et on tombe 3 rapports dans le numéro 5. Ça repart fort vers l'enchaînement des 6 et 7 où ça plonge et d'où on ressort fort sur le vibreur. On tombe 2 rapports à nouveau dans le 8, puis on enchaîne tout de suite à droite avec le 9. Il y aura un léger répit avec une presque pleine charge jusqu'au 12 où là ça freine fort et ça sort sur le vibreur. La courbe du 13 sera importante puisqu'elle débouche sur le dernier virage de ce circuit, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi il fera beau et très chaud, samedi il fera toujours chaud et il pourrait y avoir quelques averses, et dimanche ça pourrait être pluvieux avec des températures plus fraîches. Le programme de ce week-end. Vendredi à 13h30, on aura les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30, ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai sur le plateau de pole position. Et dimanche, je commenterai la course, toujours chez Winamax. En attendant, comme d'habitude, je vous recommande 2 petites vidéos pour patienter. La première, c'est ce contenu sur la logistique de la F1. Et la deuxième, c'est la dernière vidéo de ma chaîne secondaire sur Magnus Carlsen. Les liens sont en description. J'espère que ça vous plaira. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!